like I say, man, always said it. It's not about the destination. It's all about the journey. Salut Nico. Salut Julien. Comment toi s'est passée la course? Qu'est-ce qui explique de tels écarts puisque tu n'arrives pas à atteindre le top 10 et visiblement ça a été très très engagé. Comment tu l'as vécu et comment elle s'est passée de ton côté? Bon, d'abord il y avait je crois clairement une course d'un niveau qui était très 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 relevé, qui plus est dans le contexte actuel de quasiment première course de la saison. Donc c'est vrai que si on prend un sport comme le cyclisme, ils rentrent pas sur le Tour de France, les coureurs en principe, ou rarement. Donc là c'était un petit peu ça, donc c'est sûr que c'est gros niveau. Alors je pense que les coureurs qui faisaient du ski, comme Rémi, comme David Emmanuel, eux ont fait des compètes dans l'hiver, donc peut-être un peu plus ce rythme de course. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas forcément bien ce rythme de course, c'est parti assez vite j'ai trouvé. De mon côté, j'ai trouvé ça plutôt bon sur la première montée, c'était conforme à mes attentes, j'étais 8-9 en haut de la première bosse. Donc il n'y avait pas trop de soucis par rapport à ça. Après, sur le haut, j'ai vraiment eu des difficultés et c'est là que les écarts sont creusés de manière nette sur la crête. C'était toute une ligne de crête en fait pendant quasiment plus d'une heure de course. Et là, je pense que c'était plus lié à l'altitude. Alors même si j'étais venu une semaine avant à Font-Romeu pour m'acclimater, moi je suis sensible à ça. La course est quasiment constamment au-dessus de 2007 une fois qu'on a fait la première montée. Et j'ai eu des sensations moyennes. Je peux pas dire que j'avais des mauvaises sensations globales, mais c'était vraiment musculairement, j'étais très marqué. J'arrivais pas à trottiner où d'habitude j'arrive à trottiner. Donc j'ai vraiment eu l'impression de subir ma course, de pas vraiment pouvoir donner le max sur la partie du haut. Et après, pour le top 10, je le perds dans la dernière descente parce que j'étais quasiment avec Bart en haut de la dernière descente qui fait 10, le Polonais. Et j'ai eu un peu des échauffements sous les pieds qui m'ont un peu gêné. Après, je sais pas si j'aurais pu forcément résister aux coureurs qui m'ont passé, mais j'aurais pu plus m'accrocher, je pense, et puis peut-être réussir dans le final un peu plus roulant à repasser. Mais voilà, après, bon, il y a la place, mais il y a aussi le chrono. Je suis à 1 minute du top 10, c'est pas satisfaisant forcément, on vient pour faire mieux, mais c'est pas non plus catastrophique. Et voilà, ça reste des courses qui sont pas non plus là où j'ai excellé une seule fois dans ma vie, hein. Des courses très techniques, très engagées comme ça, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, moi je prépare plus la course de sélection maintenant passerelle sur 65 km, donc fallait aussi composer avec les deux. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette course. Aussi beaucoup de plaisir la semaine avant à partager l'avant-course avec Sylvain Cachard, de le voir faire une belle course. Donc moi aussi je suis plus sur la fin de carrière, donc je profite aussi beaucoup de ces moments-là au-delà de la perte sportive. C'est des écarts d'1 à 2 minutes et en même temps il y a 10 ou 14 enfin une dizaine de coureurs qui arrivent à faire un top 10 quasiment très très millimétré. On pensait au vu du profil que ça allait être technique, mais on se disait c'est plutôt un profil montant, ascendant, donc en fait ça va plutôt se jouer sur de l'ascensionnel pur. Quelles étaient les qualités pour toi dont il fallait vraiment faire preuve sur cette course en termes de technicité ou plutôt de puissance pure et dure? Même Rémi Quesquieur se prend une boîte. Tu penses qu'il fallait vraiment faire la différence sur quel secteur de la course? Je dirais que clairement pour jouer devant, il fallait avoir le niveau en montée, parce que ça clairement si tu l'as pas c'est injouable. Après par contre ça suffisait pas, parce que si tu es juste bon grimpeur mais que tu sais pas mettre les pieds dans les cailloux, ce qui était un peu mon cas, j'étais pas hyper à l'aise non plus dans les cailloux en plus du côté musculaire. Tu peux pas jouer parce qu'en fait à ce niveau-là, les meilleurs ils sont aussi forts en montée, ils savent descendre, et ils sont à l'aise dans le technique. D'ailleurs on le voit, je pense que Sylvain était pas encore à son tout meilleur niveau, mais il grimpe plutôt bien et il est très à l'aise dans le technique et donc il s'en tire bien. Rémi a fait une grosse chute, hein, je pense que c'est un peu peut-être ce qui lui coûte la victoire. Donc ça après bon, vu le nombre d'appuis dont il arrive à redémarrer parce que ouais. Vu le nombre d'appuis qu'il y a dans une course, il suffit que tu lèves pas assez ton pied à un moment donné, tu tapes dans un caillou. Il y en avait quand même 2-3 sur le parcours. Donc non, fallait être fort en montée clairement. Je pense que la première montée était assez indicatrice du niveau un petit peu purement physiologique des individus, on va dire.
Après, on le voit, moi j'étais 9, je crois, en haut de la première bosse, je finis 15, donc clairement j'étais moins fort, je pense, sur la partie d'arrêt et de descente. Euh, donc il y a, je pense vraiment ces deux éléments, quoi, le fait d'être à l'aise dans le technique et les qualités de grimpeur. Après, je pense qu'aujourd'hui, dans les premiers, tout le monde sait descendre. Je regardais rapidement là juste avant de t'avoir les chronos de descente. Ah, ça se tient en 2 minutes, quoi. Donc bon, ça fait des écarts sur un gros quart d'heure, mais il faut aussi se dire qu'en descente, les chronos sont quand même pas mal influencés aussi par la dynamique de course. Voilà, moi quand je me suis fait passer par certains coureurs, j'ai vu que je pouvais pas suivre et tout en cause des échauffements et que je voyais pas forcément quelqu'un derrière. T'es pas non plus dans un engagement qui est forcément à 100%, donc c'est difficile d'analyser parfaitement, mais voilà, aujourd'hui il faut être bon partout clairement. Après ça se faisait quand même, je pense, sur les qualités de grimpeur et le fait d'être à l'aise dans le technique. C'est vrai que les skieurs, toi, tu as senti qu'ils pouvaient être favorisés, un petit peu surpris par la place ou du moins la rivalité et le gap qui a été franchi entre Stian, Rémi et Davidé sur le trio, où tu penses que ils méritaient vraiment cette position-là et qu'ils étaient tous les trois au taquet. Rémi, quand même, se fait une grosse entaille, il a un choc au thorax. Réussir à retrouver la motivation après mettre en plus cet arrêté 30 secondes, c'est quand même solide, quoi. Aujourd'hui, c'est le gratin mondial. Pour moi, ça devient de plus en plus un vrai sport de haut niveau. Donc voilà, c'est l'équivalent des meilleurs des autres sports. Donc physiologiquement, ils sont hors normes et puis mentalement, ils sont hors normes aussi. Donc ça ne me surprend pas qu'ils arrivent à repartir après ça. Je m'attendais pas à voir Stian à ce niveau-là, honnêtement. Après, pour moi, Rémi et Davidé, c'était un peu les deux grands favoris quand même. Très bons grimpeurs sur des parcours comme ça, on savait qu'ils allaient être forts. Après, on est un petit peu plus surpris. J'en ai discuté avec Jean-Louis Ball, qui est un entraîneur reconnu dans le milieu, qui connaît aussi très bien le ski alpinisme et qui me disait c'est toujours dur pour les skieurs d'être forts en juin. Bon, ils l'ont été. Après, ce qu'on disait aussi, c'est qu'il faut voir sur la durée parce que ils ont enchaîné l'hiver et le début de l'été. Il faut voir, tu vois, en fin de saison, est-ce qu'ils seront encore dans le coup au moment des finales, par exemple. Ça, c'est un élément qui sera pas simple à gérer. S'ils font pas un break dans l'été, ça risque d'être difficile. Mais sinon, non, c'est le ski alpinisme. On sait que c'est forcément c'est un sport qui nécessite des grosses qualités physiologiques pour briller devant. Donc tous les coureurs ont ces qualités-là quand ils font partie des meilleurs mondiaux en ski alpi. Donc les retrouver devant en course à pied, c'est pas une surprise. Et puis si on prend l'Italie, il y a quand même un soutien de l'élite en ski alpi qui a rien à voir avec la France. Et à un moment donné, quand tu t'approches du très haut niveau, le fait d'avoir des staffs, le fait de faire des stages, le fait d'être encadré, ça finit par jouer. Moi, c'est ce que je regrette un petit peu aujourd'hui dans la pratique en France, c'est que c'est très très amateur encore. C'est pas seulement avoir des kinés et avoir des financements, c'est aussi dire maintenant vous allez vous reposer, ou c'est un soutien autant psychologique que matériel, que financier, que physique. Ouais. C'est avoir un staff autour de toi qui a à la fois la compétence, qui a aussi des fois un petit peu une relation hiérarchique qui peut te permettre de te dire, c'est exactement ce que tu dis, là faut se reposer, tu vois, c'est le cas dans une équipe de vélo. Dans une équipe de vélo, si le directeur sportif ou le manager dit bon là t'es cramé, c'est repos parce que c'est ton employeur, quoi. Nous c'est pas le cas, et moi je l'ai déjà vécu de finir des saisons HS parce que tu sais pas faire des choix et que quand ça te concerne directement, c'est jamais facile de renoncer à des courses parce que tu te dis toujours je vais peut-être y arriver, et puis en fait tu rentre dans un cercle vicieux et c'est difficile d'en sortir parfois, et c'est encore plus difficile quand t'as pas des gens compétents autour de toi pour te le dire et pour avoir des données qui sont brutes, qui sont réelles pour te faire reposer, quoi. Tu vois, ça aurait été intéressant par exemple de savoir comment est musculairement Rémi, Davidé en début de semaine, parce que moi par exemple là hier je peux faire une rando comme je te disais, et là ce matin je pourrais courir normalement, donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est les impacts après la course qui peuvent être influencés selon ton niveau de préparation. Là c'était quand même globalement une montée, une descente, donc en fait même si t'es pas complètement prêt, il reste qu'une descente. Quand tu fais la grosse descente, il n'y a pas besoin de remonter derrière, donc ça joue aussi, tu vois, sur un profil où ça monte, ça descend, ça remonte. Souvent des fois là on voit plus de différence entre ceux qui sont prêts
musculairement et les autres. À mon sens, c'est parfois un petit peu mis de côté quand les performances féminines, et notamment une fois de plus de Maud Matisse, pour l'avoir approché, avoir vécu de près donc sa course. Qu'est-ce que tu en penses en termes de ce qu'elle est en train d'écrire et du niveau qu'elle tire vers le haut, ou en tout cas du gap qu'elle creuse avec les autres, quoi, qui, moi, personnellement, m'impressionne beaucoup. Ah, c'est. Ouais, bah là, je crois qu'elle finit à 3 minutes ou 3 et 4 minutes derrière moi. Donc voilà, comme je te disais, je fais pas une top course, mais je fais pas une mauvaise course non plus. Donc ça situe, je pense, quand même le niveau. Enfin, idem, elle a fini, je crois, à 2 minutes derrière moi quand à Sirdinal quand elle fait le record. Donc c'est clairement du très 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 haut niveau. C'est pour moi peut-être supérieur au niveau des gars, des meilleurs garçons, ou c'est en tout cas similaire sans la moindre hésitation. Elle est, enfin, tu vois, faudrait s'amuser. Je me suis pas amusé à faire, je le fais de temps en temps, le pourcentage entre le chrono de Maud et celui de Stian. Mais voilà, si elle est sous les 15%, c'est que la perte de Maud est meilleure que celle des gars. Et ça doit être pas loin d'être le cas. Donc, ouais, non, elle est vraiment très impressionnante. Alors, d'un côté, je pense que ça écrit un petit peu l'histoire du sport. D'un autre côté, ça tue aussi un petit peu la concurrence parce que, bon, mais je dirais qu'il faudrait faire 3 catégories, quoi. Les garçons, Maud et puis les filles, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas grand monde, voire il n'y a personne pour rivaliser. Quand moi je connais un petit peu, enfin je connais relativement bien Blandine. Quand tu vois déjà le niveau de Blandine, quand tu fais des sorties avec elle, tu imagines le niveau de Maud qui est absolument monstrueux, quoi. Elle a un talent hors norme et puis sûrement une volonté de faire du très très haut niveau qui lui permet d'atteindre ce niveau de performance là. Après bon, faut remettre aussi dans le contexte que la deuxième Judith revient de grossesse. Voilà, il faut aussi peut-être un petit peu de temps pour qu'elle retrouve son meilleur niveau, Judith. Mais clairement, vu la marche qu'elle a quand ça monte, elle est quasiment injouable sur des parcours difficiles, quoi. Avant de basculer sur forcément la question de la sélection et de la suite de la saison, vu que Passerelle du Monténard est qualificative, Laola Denouria, est-ce que tu penses que quelque part ça a été ou c'est une course vraiment qui gagne à être connue et on n'en doute pas, ou est-ce que y a un côté un peu mince, pas bouche-trou, c'est pas ça l'expression, mais au final à voir sur la durée ou sur ces deux aspects-là, comment vous l'avez ressenti en tant qu'athlète, et puis la course en elle-même, quel est son potentiel, quoi. Ouais, il y a plusieurs éléments. D'ailleurs, bon, le terme bouche-trou, c'est peut-être pas le bon, mais c'est quand même un petit peu ce qui s'est passé dans les faits. Donc, je pense qu'il y avait un manque d'expertise de la course médiatique, d'avoir un gros plateau. Ils n'avaient pas l'habitude de faire ça, je pense, même s'il y a le support des Golden qui connaît ça. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais clairement, il n'y avait pas l'expérience qu'il doit y avoir à Zegama, qu'il y aura au Marathon du Mont Blanc au niveau médiatique, pour la couverture. Après, pour en revenir aux médias, à un moment donné, moi je pense aussi que dans d'autres sports, les journalistes, ils vont couvrir les courses, quoi. Alors je sais que moi j'en veux pas aux journalistes, parce que je pense qu'ils ont juste pas les moyens, mais c'est juste que il faut peut-être qu'on quitte le modèle qu'on a eu pendant des années de ce petit sport où beaucoup de suivis ont été faits des fois je parle à Trail Endurance Mag en particulier, par Fred Bousseau qui faisait ça limite bénévolement parce qu'il adorait le sport là, mais c'était pas non plus son cœur de métier au magazine. Donc voilà, il faut, je pense, aussi se déplacer parce que clairement c'était une des courses de l'année, quoi. Donc quand tu couvres ce sport là, si t'es pas présent, c'est un peu, moi j'ai un peu de mal à comprendre, tu vois, qu'il n'y ait pas plus de journalistes français qui soient là sur la course pour la couvrir parce que c'était pas si loin que ça et que c'était quand même, quand tu vois le plateau, il y avait matière à faire. Après faut resituer le contexte aussi, hein. On est à 1900 mètres, on est en montagne, c'est pas ultra touristique comme ça peut l'être à Chamonix. Donc je pense aussi qu'il y a plus de limites peut-être un peu techniques et technologiques qu'il peut y en avoir dans d'autres endroits pour le suivi, je sais pas trop, sur les crêtes.
Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a une forte communication sur leurs canaux de la part des Golden, et que c'est pas forcément très ouvert sur les autres médias peut-être. C'est un peu le ressenti que j'ai. Alors après, je suis pas hyper connaisseur, mais je pense que ça touche un petit peu la limite de, on va dire, parce que bon, on sait qui est derrière les Golden et d'être un peu tout à la fois, quoi, organisateur, médias, équipementier. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi la limite du modèle actuel des Golden. Après, pour le moment, pour moi, c'est ceux qui font le mieux sur ces formats-là, et de loin. Et que voilà, après, tu as le pendant à l'UTMB sur l'Ultra, mais il y a aussi, je pense, un vide qui est laissé par les fédés qui sont délégataires de ce sport, qui aujourd'hui font pas leur job pour promouvoir ce sport-là. Je suis assez bien placé pour en parler parce que voilà, je suis au sein de la FFA, et clairement, moi, je le vois tous les jours. On est un sport ultra binaire. Tu représentes les athlètes. Ouais, voilà, je suis à la commission nationale des athlètes, je sais ce qui se dit, on parle quasiment jamais de nos sports. Donc voilà, après, il ne faut pas s'étonner que ce soit très moyen dans la manière dont est gérée notre discipline de la part de la Fédé, et que je le comprends, hein, les crédits, ils sont sur les sports olympiques, la médiatisation elle est sur les sports olympiques. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de retombées médias parce qu'il n'y a pas de volonté non plus de promouvoir fortement cette discipline-là. Ouais, mais on connaît ton point de vue là-dessus, et à la différence de d'autres personnes ou de ce qu'on pourrait faire, tu te contentes pas de dire Yaka Faucon, tu t'es impliqué dans l'évolution en étant donc dans la commission, et en effet, tu ne cesses de le répéter. Ça nous amène sur cette projection de saison en vue de ces mondiaux en Thaïlande. Donc, passerelle du Mont-Pénard qualificative. Ça sera sur le trail long, sur le long parcours. Par contre, quel est le format de l'épreuve en trail long sur les mondiaux? Et du coup, est-ce qu'un Luis Alberto Hernando, qu'on adore, mais qui aime bien aussi envoyer un peu d'intox de temps en temps, ou dire qu'il est super motivé, qui c'est que tu vois en visu, et est-ce que tu en sais davantage sur comment va se dérouler ce format long en Thaïlande, puisque ça sera un mondial qui regroupera tout, le court, le long, la montée, etc. Alors, il y a plein d'éléments. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de est-ce que la finale des Golden qui a lieu en Argentine avec le Covid pourra avoir lieu. Ça, je pense que ça va quand même pas mal influencer peut-être le plateau des mondiaux, parce que si la finale n'a pas lieu, ou si la finale est plutôt dans la saison, si jamais ils ont d'autres plans et tout, ça peut peut-être faire gonfler le plateau. Alors après, il y aura la question des sélections au sein des nations. Après, j'imagine que des top coureurs, s'ils font la volonté de participer, leur fédé les enverra peut-être. Voilà, après, qui participe, je t'avoue que j'ai pas trop regardé. Avant de se projeter là-dessus, il faut déjà se sélectionner. Donc moi, pour le moment, je suis quand même vraiment focus là-dessus, sur la course. Alors honnêtement, je suis très partagé, parce que moi, aujourd'hui, je fais vraiment du haut niveau pour vivre des courses comme j'ai vécu dimanche, et même si tu prends une claque, c'est pas très important. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un niveau de dingue. Ça sera pas le cas aux passerelles, faut pas se mentir. Il y aura un joli plateau, mais il y aura pas voilà, je vais pas prendre le départ en me disant je peux faire 15e, ce qui était le cas dimanche. Du coup, je suis un peu partagé. J'aimerais bien faire le marathon du Mont Blanc aussi, et c'est vrai qu'il y a ces histoires de calendrier qui se superposent et qui rendent les choix difficiles un petit peu pour les athlètes. Mais voilà, après, j'ai une grosse motivation pour la course de sélection, parce que c'est quand même une course qui est sur mes terrains d'entraînement. Et quand je dis mes terrains d'entraînement, c'est des sentiers sur lesquels je cours tous les jours, vraiment. Oui. Donc là-dessus, il y a une grosse motivation à courir là-bas pour ma famille, pour tout ce que j'ai connu dans la course à pied, parce que c'est là que j'ai débuté la course. Donc c'est sûr que ça me motive fortement de faire une belle course aux passerelles.
Ça veut dire que tu vas vraiment pleinement motivé. Tu vas pas seulement pour faire quelque chose de super sur tes terres d'entraînement, ce qui est super motivant, bien sûr, mais ça veut dire que derrière, il y a une grosse motivation dans l'optique d'un mondial. Ce qui était encore aléatoire en début d'année parce que tu n'avais pas les critères non plus pour savoir ce que tu allais faire. Oui, bah en fait, les critères ont dû être réajustés à cause de l'annulation des France à Salers à la fin du mois de mai. Et du coup, c'est sûr que bon, là, on a quand même une bonne projection. On sait que voilà, les courses de sélection, elles sont connues. Après, on va pas rentrer dans les détails. Il y a des choses qui pourraient être mieux faites pour impliquer les athlètes, mais c'est pas le sujet. Voilà, là aujourd'hui, si on va aller aux mondiaux, il y a des critères. Après, on peut légitimement se poser la question de savoir si, bon, c'est pas forcément mon cas, mais si un coureur comme Sylvain Cachard, après une course comme il vient de faire ce week-end, a besoin de démontrer sur une course de sélection qu'il a sa place au championnat du monde. Moi, mon avis, il est clair. Il n'y a pas 50 Sylvain Cachard en France, donc si tu le prends pas, tu diminues ton équipe. C'est en quelque sorte, alors même si c'est différent, mais on se pose pas la question de demander à Julien Alaphilippe s'il est en forme avant un mondial, quoi. Dire si tu le prends pas, tu sais que ton équipe elle est moins forte. Voilà, moi je trouve qu'il y a là-dessus où on pourrait un petit peu évoluer pour protéger les athlètes, pour aussi leur permettre finalement de faire des saisons qui sont un peu plus limitées en nombre de courses, qui puissent aussi, parce qu'il y a des impératifs un peu financiers, de faire les courses qui leur permettent de vivre et puis de faire le championnat du monde sans avoir besoin de démontrer qu'ils ont leur place en équipe de France. Bon, écoute, on te souhaite le meilleur, on te dit merde, mais Ouais, merci beaucoup. tu vas faire partie des anciens si tu es sélectionné de l'équipe de France, donc ça sent pas la retraite, mais à quand l'encadrement? Bientôt? Ouais, on verra. Non, il y a encore 2-3 belles années, je pense, mais voilà, j'y pense petit à petit et puis on verra le cas échéant. Allez, merci en tout cas. Merci Julien. Profite des vacances et puis à très bientôt Nicolas. Merci, à bientôt. Ciao.